Le titre de ma communication s'intitule bien sûr gestion rationnelle et durable des ressources en eau, des sols et de l'environnement dans le contexte de l'agriculture saharienne. Et bien sûr, en ligne de mire, la feuille de route qui a été tracée en juillet par le MADR la dernière fois. Donc le problème du manque d'eau en Algérie, un petit rappel de 2 minutes, d'une minute même pas. Et je dirais que exactement que l'Algérie, vous le savez très bien, appartient à ce qu'on appelle le Middle East North Africa. C'est l'une des régions les plus chaudes d'Algérie, donc ce n'est pas nouveau pour tout le monde, c'est bon. Et notre pluviométrie moyenne, toute région confondue, je ne parle pas du nord, hein, toute région confondue, aux environs de 90 mm ou 89 mm. Alors ceci, automatiquement, vous devez aussi savoir que c'est une contrainte énorme pour l'Algérie, d'où sa dépendance alimentaire. Alors, donc ce manque fait que cette situation fait que l'agriculture algérienne n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population, ajouter à cela la consommation des animaux. De ce fait, l'Algérie est soumise à une dépendance alimentaire parmi les plus accrues, particulièrement dans les céréales, mais je dirais les 5 produits les plus importés que vous savez très bien aussi, les céréales, les légumes secs, les huiles, le sucre et le lait. Il y en a des dizaines, mais les plus importants, c'est ceux-là, qui représentent plus de 80% de nos importations en chiffres financiers. Alors, le plan quinquennal agricole, qui est le but du sujet, 2020-2024. Alors, afin de contrecarrer à cette situation de dépendance, dans le cadre du plan de quinquennal 2020-2024, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers son programme sectoriel, a élaboré une feuille de route qui est la suivante, qui prévoit un programme très ambitieux, particulièrement pour les actions à réaliser à très court terme, parce que c'était prévu que ça devait commencer début 2020. En effet, dans la pratique, cette feuille de route présente un programme très ambitieux, qui est très intéressant, pour ne pas dire oui, très intéressant, mais difficile à réaliser, très difficile à réaliser, particulièrement pour les points suivants. Le premier, c'est la principale contrainte pour l'application de cette feuille de route, particulièrement pour les ressources hydriques à mobiliser, bien sûr, la mise en place du réseau de transport et donc d'acheminement de l'eau vers les parcelles cultivées, et enfin, au niveau des surfaces à mettre en valeur, on ne peut pas mettre en valeur des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions pour 2024, des surfaces aussi importantes pour donc tout de suite les cultiver. À titre d'information, je vous donne un chiffre qui est très important à retenir. La mise en valeur d'une culture, d'un sol, varie de $10 000, $10 000 à $15 000. 10 000 lorsqu'il n'y a pas beaucoup de travaux, comme le sud par exemple. Par contre, non, c'est $15 000 par hectare. Et ce n'est pas facile. Donc, la mise en valeur de ces terres-là, qui sont estimées à 680 000 hectares pour un besoin de 4 milliards de mètres cubes d'eau. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous mobilisons au total, pour les 3 secteurs consommateurs, seulement 7 milliards. Deuxièmement, en 2024, la mise en valeur, c'est-à-dire l'utilisation des sols irrigués, passera à 1 million, c'est-à-dire en plus du million qui existe, 1 766 000 hectares, avec un besoin de 11 milliards. Et je rappelle que nous mobilisons que 7 milliards, et dans 7 milliards, il y a 3 milliards déjà qui sont utilisés pour l'AEP et l'industrie, et les 4 milliards qui restent, ou 4 milliards 200 pour l'agriculture actuellement. À cet effet, dans notre communication, nous essayons de mettre en relief les principales contraintes qui risquent d'entraver la réalisation du programme de la feuille de route, qui sont les suivants. Alors aussi, nous analysons les différents aspects de la gestion rationnelle et durable des ressources en eau, du sol et de l'environnement, que si on prend en considération ces facteurs-là, au bout de 15 ans, on aura pratiquement perdu tout ce qui a été mis en valeur, même au sud. Dans le contexte de l'agriculture saharienne, prévu dans la feuille de route du MADR dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024. Maintenant, les ressources hydriques comme contrainte. Alors, pour le nord, ce n'est pas la peine de se casser la tête, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Par contre, pour le sud, il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup de problèmes. Donc, les eaux renouvelables potentiellement utilisables en Algérie, toute origine confondue, sont estimées à 11,6 milliards de mètres cubes d'eau, soit
une moyenne de 300 mètres cubes par habitant et par an. Comme je l'ai dit la dernière fois, les 300 mètres cubes par habitant et par an d'eau renouvelable, je ne dis pas de l'eau totale qui n'est pas renouvelable, celle du Sud, celle qui est renouvelable, c'est 300 mètres cubes d'eau, ça représente 4 à 5% de la moyenne mondiale qui est de 6 000 mètres cubes par personne et par an, répartis comme suit. Les 11 milliards sont répartis à 10,1 pour les eaux de surface et 1,6 pour les eaux souterraines. Et ça, c'est un déséquilibre qui est très mauvais, l'inverse qui devait arranger l'agriculture algérienne. À cela, il faut ajouter les eaux conventionnelles non renouvelables du Grand Sud, estimées à 5 milliards de mètres cubes d'eau par le programme national PNE, le programme national de l'eau du ministère de l'hydraulique, qui prévoit l'utilisation de 5 milliards par an. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est déjà la moitié de l'eau mobilisable renouvelable par an. Ainsi, les eaux conventionnelles potentiellement utilisables annuellement sont estimées à 17,6, donc on passe de 11,6 à 17,6, et ça nous fait une moyenne de 400 mètres cubes par habitant et par an, et ça fait 6% de la moyenne mondiale. Alors maintenant, les disponibilités en eau qui nous intéressent le plus, particulièrement au sud. Bon, au nord, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, il n'y a pas d'eau, donc ce n'est pas la peine de trop compter sur la feuille de route qui va s'installer au nord. Il n'y a pas de sol cultivable et irrigable. Il y a des sols cultivables en pluvial, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. Mais pour essayer d'irriguer, l'eau ne suffit pas parce que le peu d'eau qu'il y a, c'est déjà trop, c'est peu pour boire. Donc, par contre, pour le sud du pays, le problème est tout autre, puisque la quasi-totalité des eaux sont souterraines et plus que suffisantes. Je dis bien plus que suffisantes, mais malheureusement, elles sont de qualité relativement médiocre et difficilement exploitables pour les raisons que je vais citer tout de suite et que vous le savez parce que c'est la troisième fois que j'interviens. Et je rappelle ces trucs-là qui sont les plus importants. Ces eaux sont généralement non utilisables, c'est-à-dire non utilisables à l'exception de quelques espèces. Je dirais que peut-être 90 ou 85% des cultures ne tolèrent pas au-delà de 2 à 3 grammes par litre. Donc, les eaux qui se trouvent au sud ne sont pas utilisables pour n'importe quelle culture. Il n'y a que les cultures qui tolèrent la salinité qui peuvent être pratiquées dans le sud. Malheureusement, pour la feuille de route, il y a beaucoup de cultures qui sont sensibles au sel. Je citerai la betterave, par exemple. Elle est très sensible pendant les 15 premiers jours pour la levée, mais au-delà de la levée, il n'y a pas de problème. Elle peut aller jusqu'à 5 grammes par litre. Mais il faut déjà arriver à la faire lever et elle commence son développement normal. Mais au début du cycle, elle est très sensible. Comme on prévoit de cultiver beaucoup de betteraves, il faut faire attention à cela. Donc, ces eaux sont généralement salées, 3 à 6 grammes par litre, ce qui les rend difficilement utilisables pour la majorité des cultures, autres que les tolérantes au sel, ce qu'on appelle les cultures halophytes. Ces eaux sont profondes, elles peuvent aller jusqu'à 2000 mètres au centre de l'Afrique, au centre du Sahara algérien, du côté de Hassim Saoud. C'est plus de 2000 mètres cubes. Et je ne vous donnerai pas le prix d'un forage de ce genre parce que c'est incroyable. C'est incroyable, c'est trop cher. Alors maintenant, ces eaux sont aussi, malheureusement, elles sont chaudes, elles sont entre 58 ou 56 jusqu'à 68 degrés, et ces eaux donc ne peuvent pas être utilisées telles quelles, il faut qu'elles soient refroidies. Et donc, elles demandent des moyens de refroidissement, et ces moyens de refroidissement coûtent très cher, pratiquement autant que le forage lui-même, et surtout leur problème, c'est l'entretien, parce qu'il y a un problème d'entartrage de tout le système de refroidissement. Au bout d'un certain temps, il devient inutilisable. On en a des dizaines de forts refroidisseurs au sud. Je crois, à ma connaissance, qu'il y a 1 ou 2 qui fonctionnent, et tant bien que mal. Donc, ces eaux aussi sont non renouvelables seulement à 0,8%, disons moins de 1%. Et ça, c'est très peu. Comme les volumes sont importants, ce n'est pas très grave parce que ça peut tenir probablement, selon nos calculs, de l'ordre de 2000 ans pour que ça s'installisse. Donc, ce problème de renouvellement n'est pas tellement un problème. Maintenant, les sols. Les sols, ça a été soulevé la dernière fois par beaucoup de collègues et par moi-même. Les sols dans le Grand Sud, comme j'ai toujours dit, c'est comme un grand malade. Un grand malade, si on le prend en charge comme il faut, il n'y a aucun problème. Ça marchera à merveille, il peut vivre mieux que les autres. Mais dès qu'on fait une petite erreur, ça passe tout de suite. C'est ça le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des sols du Sud. Si on les cultive comme il faut, il n'y a pas de problème. Si on ne le prend pas en charge, ça peut poser beaucoup de problèmes. Quant au sol, dans le Grand Sud,
vu leur texture quasi sableuse, ça fait pratiquement sableuse, il faut les considérer comme des substrats inertes. Inertes, ça veut dire qu'ils ne participent pas à la fertilité du sol, n'existe pratiquement pas du tout, donc ça ne participe pas au développement des cultures, qui nécessitent une fertilisation donc rigoureuse et bien maîtrisée. C'est pratiquement analogue à celle des cultures hydroponiques hors sol. Ce n'est pas des cultures hydroponiques, mais la fertilisation pratiquement doit être prise en considération de la même façon que l'on fasse des cultures hors sol. Donc, un matériel spécifique, ce qui nécessite un matériel spécifique et des fertilisations aussi spécifiques, adaptées à la fertilisation qu'on appelle aussi irrigation fertilisante, particulièrement pour les cultures irriguées en localisé ou par aspersion. Pour les cultures qui sont irriguées malheureusement d'une manière classique, on ne peut ne pas utiliser cette méthode-là. On peut fertiliser par d'autres manières. Mais j'ai toujours déconseillé l'utilisation des autres méthodes pour l'irrigation au sud. Il faut éviter tout ce qui est irrigation par le gravitaire. De plus, dans les sols sableux, l'irrigation gravitaire est à bannir afin de lutter contre les phénomènes de perte d'eau par évaporation et par percolation profonde, qui est un malheur pour les sols du sud. Maintenant, troisièmement, et l'avant-dernier point, c'est le milieu et l'environnement. Alors, concernant le milieu et l'environnement, c'est les cultures qui doivent être pratiquées dans le Grand Sud. Il est parmi les sols, le milieu du Grand Sud, il est parmi les plus sensibles à la dégradation, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de deux facteurs typiquement désertiques, qui sont la demande climatique qui est extrêmement importante. À titre d'exemple, la dernière fois, vous ne m'avez pas cru et je maintiens qu'à Adrar, on arrive jusqu'à donner 30 000 mètres cubes par hectare de phéniciculture. Malheureusement, nos calculs, ce n'est pas nos calculs, mais c'est les logiciels qui le donnent. Et ça, c'est des demandes énormes, surtout lorsqu'on sait qu'il y a au moins 3 grammes par litre de sel. Je ne dis pas l'extrême sud-ouest. L'extrême sud-ouest, il y a pratiquement 1 gramme ou 1,5 gramme maximum. Donc, c'est le seul endroit où il n'y a pas assez de sel. Mais sinon, en dehors de l'extrême sud-ouest, le sel est très, très important. Donc, le premier est lié au climat chaud et sec qui induit une demande climatique ou évapotranspiration parmi les plus élevées à travers le monde. On a fait des essais en lysimétrie à Adrar, dans le cadre d'un doctorat d'État, on est arrivé jusqu'à plus de 15 mm par jour. Ça veut dire 15 litres par mètre carré par jour d'évapotranspiration maximale. Alors, le deuxième est lié à la salinité de l'eau d'irrigation qui est souvent élevée, pour ne pas dire trop élevée, puisqu'elle peut aller jusqu'à 6 grammes, qui contribue à la salinité des sols à court et moyen terme. Et j'en connais pas mal d'exemples où les agriculteurs, au bout de 5, 6, 10 ans, ils changent de parcelle complètement parce que la parcelle initiale devient pratiquement comme une subra. Ce phénomène donc le milieu de l'environnement est encore plus aggravé par les quantités d'eau qu'on apporte. Puisque je vous ai dit qu'on peut arriver, disons, une moyenne entre Batna, qui fait un peu de phéniciculture, un tout petit peu de phéniciculture, et Adrar, on passe de 1500 à Batna à 3000 dans l'extrême nord-ouest de l'Algérie. Ce phénomène est encore plus aggravé par la quantité d'eau d'irrigation apportée annuellement et qui sont trop élevées et malheureusement, elles sont salées. Ajoutez à cela le manque, pour ne pas dire l'absence, à ma connaissance, il n'y a que certains endroits, et plus exactement la vallée de l'Ouadrir, qui pratique un peu de drainage. Sinon, le reste de l'Algérie, pratiquement, on ne sait pas ce que ça veut dire le drainage, et malheureusement, la salinité s'installe. Ajoutez à cela le manque, pour ne pas dire l'absence, du lessivage et du drainage, qui constitue le seul et unique moyen de lutte contre le phénomène de salinisation des sols. Je vous remercie pour votre attention.